Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Après la prise de la Bastille le 18 mars dernier, Jean-Luc Mélenchon prend d'assaut la place du Capitole à Toulouse. Nouvelle démonstration de force ce soir devant une marée de drapeaux rouges. Un meeting qui intervient au moment où le candidat du Front de gauche affiche une forme insolente dans les sondages, seule ombre au tableau. Après une semaine surchargée, le leader serait sous pression. Son agenda a été modifié en conséquence, mais à Toulouse, il tient la forme, vous le verrez. À 17 jours du premier tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a présenté son programme chiffré. Un projet sous le sceau de l'exigence budgétaire avec 32 mesures et peu de nouveautés. Le président candidat en a aussi profité pour pilonner la feuille de route de François Hollande présentée hier. Le duel entre les deux favoris se fait donc plus violent. Analyse et débat ce soir avec Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point, notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud et invité politique. Il est l'un des soutiens du candidat François Bayrou, notre invité l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy. Le Mali serait au bord de la scission entre le nord et le sud. Les séparatistes touaregs et les islamistes d'Al-Qaïda seraient sur le point ce soir de signer de fait la partition du pays. Pour la France, la solution ne passe pas par une intervention armée. Alain Juppé qualifie de surréaliste l'idée d'envoyer des troupes françaises. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. À 17 jours du premier tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a donc présenté lors d'une conférence de presse son projet chiffré, placé sous le sceau de l'exigence budgétaire. 32 mesures, peu de nouveautés et surtout de nombreux coups de griffe au programme socialiste. On voit tout cela avec Thomas Raguet. Le rendez-vous était attendu, les annonces, elles, ont été mesurées. Objectif affiché par le président candidat, l'assainissement des finances publiques. 124 milliards d'euros, c'est l'effort à fournir selon Nicolas Sarkozy pour revenir à l'équilibre budgétaire d'ici à 2016, tout en finançant ses propositions. Un effort atteint pour les trois quarts par une baisse des dépenses publiques grâce à certaines mesures clés. Vote de la règle d'or budgétaire dès l'été, gel de la contribution française au budget de l'Union européenne ou encore baisse du train de vie des collectivités territoriales. Fustigeant un festival de dépenses nouvelles côté socialiste, il en a profité pour railler la première année de mesures que le candidat Hollande a annoncé hier. Mais pourquoi s'arrêter à la première année? À ma connaissance, le candidat à la présidence de la République, il est pour 5 ans. Donc il doit dire, voilà, dans 5 ans, comment sera la France? Voilà ce que je fais pour 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire, donnez-moi un blanc-seing, je vous dis ce que je fais la première année, voire les 100 premiers jours. En vérité, il a dit surtout ce qu'il ferait avant les législatives, plein de cadeaux, plein de dépenses, on dit non à personne, on endort tout le monde, et puis le réveil, c'est pour la deuxième année. Oh, le réveil, il sera bien plus tôt. Autre mesure annoncée par Nicolas Sarkozy, la promesse que les pensions de retraite seraient dès juillet versées le 1er du mois et non plus le 8. 15,5 millions de retraités seraient concernés, soit autant d'électeurs. Et François Hollande a réagi à la présentation de ce programme chiffré aujourd'hui. Le candidat socialiste dénonce l'austérité comme seule perspective. Je vous propose d'écouter également d'autres réactions après cette conférence de presse de Nicolas Sarkozy avec Julien Cholin. C'est un moment où normalement on montre la cohérence de l'ensemble de ces propositions, où on prend soin de chiffrer, même si on ne doit pas faire que des débats de chiffres, la solidité et la crédibilité de ces propositions, et donc nous attendions tout cela. Tout ça pour ça. On attendait un chiffrage, c'est ce qui nous a été annoncé, et puis la totalité des propositions. On a eu quelque chose d'assez sommaire, d'assez bref, qui n'allait pas vraiment dans le détail, et surtout qui n'allait pas dans le détail sur le chiffrage. Il a annoncé des chiffres qu'on a un petit peu regardés, ça tient tout simplement pas la route. Et il ne faut pas faire croire qu'il faut sanctionner Sarkozy uniquement sur son bilan. Il faut le sanctionner aussi sur son projet, parce que ce qu'il s'apprête à faire, c'est pire que ce qu'on a connu pendant 5 ans. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, je suis vraiment désolé d'être aussi peu loquace, mais tout cela me paraît faire un peu flop au pchit, quoi. La place du Capitole à Toulouse, recouverte de drapeaux et de ballons rouges devant une foule compacte de militants et de curieux. Jean-Luc Mélenchon a tenu meeting et vous allez le voir, c'est une nouvelle démonstration de force après la Bastille. Monir Souci. La place du Capitole rouge de monde.
Jean-Luc Mélenchon voulait faire de ce meeting à Toulouse une réplique de son rendez-vous à la Bastille. Paris réussit. L'équipe du candidat attendait 50 000 personnes dans la Ville Rose et selon eux, 70 000 ont fait le déplacement. Sous la pluie, Jean-Luc Mélenchon débute par un hommage aux républicains espagnols avec quelques mots en castillan. Salud a vosotros de España también. Avant de présenter sa vision de la politique internationale. Qu'il s'agisse du traité européen ou qu'il s'agisse de cette participation dont nous ne voulons plus à l'OTAN, nous, le Front de gauche, proclamons que nous soumettrons à un référendum populaire ces deux engagements. L'actuel troisième homme dans les sondages se délecte de la mobilisation autour de sa candidature et adresse un avertissement à ses concurrents. Ce phénomène qui remplit cette place, les rues avoisinantes et les places avoisinantes, cela s'appelle la révolution citoyenne qui est commencée. Après une petite demi-heure de discours, Jean-Luc Mélenchon quitte la scène. Le candidat du Front de gauche se ménage. Il a enchaîné 4 meetings en 5 jours. Et le rythme devrait encore s'accélérer dans la dernière ligne droite. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Il est ancien ministre des Affaires étrangères, soutien de François Bayrou. Philippe Douste-Blazy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également ce soir, Étienne Gernel, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Point. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous. Philippe Douste-Blazy, est-ce que vous avez déjà vu la place du Capitole ainsi, rouge, toute rouge? Je l'ai vu noir et rouge. L'histoire de finale gagnée, soit du championnat de France, soit du championnat d'Europe, la Coupe d'Europe, par le Stade Toulousain. Donc il y a autant de ferveur dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon que les soirs de victoire de Non, un peu moins championnat. quand même, parce que le Stade Toulousain, c'est quand même sacré. C'est un parfum de victoire alors dans ce meeting que vous voyez? Non, en tout cas, pour revenir sérieux, je crois que François Hollande va avoir un vrai sujet devant lui. Soit il choisit la social-démocratie, soit il choisit l'alliance avec le Front de gauche. Martine Aubry a commencé à dire aujourd'hui, je crois, qu'il y aura des ministres communistes. Simplement, ce n'est pas tout à fait 1980, nous sommes dans une crise majeure. Et au moment où les spéculateurs vont attaquer, on le sait tous, la France, ou avant, ou après l'élection présidentielle, je pense que c'est faire courir quand même un risque majeur que de donner l'impression que nous mettons des communistes au gouvernement. Voilà, je pense ça, vraiment. Je pense d'ailleurs qu'il peut très bien avoir un réflexe de social-démocrate, ce qui serait d'ailleurs quelque chose de tout à fait remarquable, parce que le Parti socialiste français est le seul parti d'Europe et au monde à encore entretenir des liens avec l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, selon vous, sujet de préoccupation pour François Hollande, mais pas pour François Bayrou? François Bayrou, lui, n'a absolument rien à voir avec ça. C'est-à-dire que nous sommes exactement... Il lui a simplement pris sa place. Non, mais ça, c'est parce que vous voyez ça dans les sondages 17 jours avant. Mais il faut le voir le jour du premier tour. Je pense que les Français vont, j'espère, rentrer dans cette campagne, parce qu'on parle de tout dans cette campagne, sauf de la crise. On fait comme si la crise n'existait pas. Quand j'entends François Hollande, c'est à peu près 30 milliards de plus par an. Lorsque je vois Nicolas Sarkozy, c'est entre 15 et 20 milliards de plus. Mais surtout, il nous a fait un tour de passe-passe tout à l'heure incroyable. On va en parler, justement. Non, mais on va en parler, mais c'est quand même... Il dit 102 milliards plus 13 milliards, ça fait 115 milliards. Il dit il faut trouver 53. Très bien, il dit pas où. Mais alors, il en reste quand même plus de 60. J'ai toujours pas compris. On va demander l'éclairage de Jean-Luc Gombault, justement, sur les chiffres. Donc, programme chiffré présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Les chiffres, Jean-Luc Gombault? Ça fait un peu partie de Bonneto. Effectivement, il y a un problème. Alors, il faudrait voir ça. Ça date de cet après-midi, 15h. Il faut voir ça vraiment dans les détails. Mais il y a à peu près 3-4 jours, on nous disait qu'il y avait 115 milliards à trouver, 70 sur les dépenses. Je vous fais en arrondissant, parce qu'on n'est pas à quelques milliards près. 40 milliards sur les recettes. J'ai trouvé 32. Il m'en reste donc 8 à trouver sur les 40. Sur les dépenses, j'ai trouvé 80%, donc il me reste encore une trentaine à trouver. Entre-temps, on fait 8 milliards de promesses supplémentaires. Aujourd'hui, on en fait 1,5 milliard de plus, 9,5. Donc, mais alors, là où je me différencie un petit peu de M. Douste-Blazy, c'est qu'il dit quand même, où je vais trouver donc
ce qui me manque. Je trouve 23 milliards dans les dépenses publiques, dans l'assurance maladie, trouve 1 ou 2 recettes fiscales supplémentaires, mais on se dit qu'on est quand même sur des sommes assez considérables. Je veux dire, on est sur, en gros, on est sur 130, 140 milliards. Et on a l'impression qu'on est en train pas de noyer le poisson, mais de mélanger un peu les choses, et ça ne rend pas les choses. Ce qui veut dire que cette bataille du chiffre embrouille plus qu'elle ne semble éclairée. On verra si c'est plus clair du côté de François Bayrou. Mais sur le plan politique, Étienne Gernal, il y a eu donc l'annonce de ce programme chiffré, la lettre au peuple français. Est-ce que l'idée, c'est de tenter d'occuper jusqu'au bout le terrain médiatique et celui des idées ? Bien sûr, il est obligé de le faire. D'abord, il faut qu'il progresse encore, parce qu'il stagne un peu quand même, là, Nicolas Sarkozy, dans les sondages, donc il faut qu'il progresse un petit peu. De l'autre côté, ça peut aller très vite. Après, la question du positionnement est intéressante, puisque finalement, sur les dépenses publiques, qui est quand même le point faible de cette campagne, c'était même un scandale absolu, c'est que personne ne parle de ça, ou très très peu. Sauf François Bayrou, je vais vous en parler. Il détaille pas beaucoup. Hein, je vais vous détailler. Il détaille pas beaucoup, j'ai jamais vraiment réussi à savoir le fond lui-même. Et d'un autre côté, il y a une raison à ça, c'est que c'est indicible dans une campagne électorale de dire que, par exemple, on va supprimer le département, pour remplacer par des grandes communes, etc. Moi, je vais vous dire à l'euro près. Mais allez-y, il y a quand même un truc qui n'existe pas dans cette campagne. Alors, il y a une tentative là, il parle des collectivités locales, Nicolas Sarkozy, c'est quand même très intéressant, parce que c'est un sujet qu'il avait oublié. C'était dans la commission Attali. Et puis, pendant 5 ans, il n'y en avait plus, c'était plus un sujet, alors que c'est le scandale, c'est là où on recrute le plus de fonctionnaires de toutes les administrations. C'est ça, c'est là où demander plus d'efforts aux collectivités. Bien sûr, c'est très juste. D'un autre côté, effectivement, les comptes sont pas clairs, c'est-à-dire que pour arriver au final, c'est pas évident. En tout cas, ça demande beaucoup de travail pour arriver à comprendre ce qui se passe exactement. L'exemple que vous prenez est très intéressant. Il a dit, par exemple, il faut diminuer les dépenses des collectivités locales. Ça veut dire quoi? Combien? Où? Quand? C'est plus précis que ça. Il a l'air de. Il le dit pas explicitement. Il dit, en fait, non, c'est vrai. En fait, il veut que les collectivités locales fassent le 1/2. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Oui, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner beaucoup. Mais sans rentrer dans tous ces détails-là, Philippe Douste-Blazy, quand même, Nicolas Sarkozy s'est posé un candidat du sérieux, de l'exigence, de l'austérité même. Est-ce qu'en cela, le président candidat ressemble à votre candidat? Ou l'inverse? Non, mais la différence, si vous voulez, d'abord, c'est très bien que pour la première fois, en effet, on parle quand même de la crise. Bon. Là où il y a un problème, c'est qu'il parle de 115 milliards, puis il en manque 60. Donc je vais vous dire, parce que c'est un sujet quand même qui est très important, et vous avez raison, François Bayrou, c'est très simple, c'est 50 milliards de recettes, 50 milliards de dépenses. Dans les économies que l'on peut faire, il s'agit de faire 0 augmentation en valeur. Donc, comme il y a une inflation de 2,5% par an, eh bien, vous avez déjà 25 milliards. C'est une première chose. Ensuite, lorsque vous regardez aujourd'hui dans les recettes supplémentaires, la défiscalisation des heures supplémentaires dans les 35 heures, nous supprimons cette défiscalisation. Il n'est pas normal qu'un salarié ne défiscalise pas ce qu'il gagne pendant 35 heures de son travail. Ça, c'est des recettes, monsieur. Oui, c'est des recettes en plus. C'est des recettes, c'est pas des dépenses. Non, dépenses publiques. Ah non, mais alors, les dépenses publiques, c'est très simple. Je vous donne, première chose. Là, je continue, sur l'assurance maladie. Je vous donne 2 idées. 2 idées et on passe à l'aspect politique. Non, mais c'est très important parce que l'assurance maladie. Oui, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à détailler que l'on n'arrive pas à faire comprendre aux Français l'importance. Sur l'assurance, ils disent 13 milliards sur l'assurance maladie. Oui, voilà, 13 milliards. Mais l'assurance maladie, lorsque vous êtes, par exemple, vous avez 85 ans, vous avez une prothèse de hanche, vous vous faites opérer. La semaine d'après, il faut aller à ce qu'on appelle les soins de suite. La rééducation fonctionnelle. Ça coûte 2000 € par semaine. Si par contre, vous restez à la maison avec votre médecin généraliste, votre kiné et votre infirmière, c'est 400 € par semaine. Mais ça, vous gagnez très très vite 2 ou 3 milliards. Pareil pour les urgences. Donc ça, on l'a détaillé. Vous l'avez détaillé. Écoutez-moi, il y a beaucoup d'ailleurs de mesures qui sont comme cela dans le programme de François Bayrou, très consensuel. Il y a évidemment la réduction des déficits, il y a la volonté de moraliser la vie publique, il y a le produire français. Pourquoi alors les Français ne votent-ils pas, enfin dans les intentions de vote, ne vont pas vers François Bayrou? Parce qu'il y a une charge émotionnelle extraordinaire sur une campagne de diversion. Alors parfois c'est la viande halal ou la viande cachère. C'est la faute des autres. Non, pas du tout. Je dis que c'est simplement la campagne qui est faite avec une idée par jour
qui est plutôt émotionnel. Parfois, on parle de la communauté musulmane ou de l'apparence musulmane. Une autre fois, on dit le Français qui va gagner 1 million d'euros de plus, ben on va le taxer à 85%. C'est-à-dire des choses qui n'existent vraiment pas. C'est vraiment pas aujourd'hui le sujet des Français. Le sujet des Français, c'est l'emploi. Comment on reprend la croissance et comment on peut produire français. C'est la seule solution. Vous le savez, une campagne, ce sont des temps, des moments. Oui, force est de constater que ce n'est pas en ce moment le moment Bayrou. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous lui conseillez pour qu'il y ait un second souffle ou un souffle tout court? D'être courageux, ce qu'il est, de continuer à dire la vérité, de ne pas bouger. C'est comme, je pense, quand on fait un journal sérieux. Il ne faut pas se laisser aller à des fausses nouvelles. Il faut toujours rester dans le fond, dans le vrai. Je suis persuadé que les Français sauront comprendre que François Bayrou aujourd'hui n'est pas dans les mains des extrêmes. Il y a l'UMP qui court derrière. Les deux grands partis et les deux partis extrêmes lui sont passés devant. Oui, ça vous surprend? mais parce qu'on ne court pas derrière l'extrême droite et on ne court pas derrière l'extrême gauche. C'est d'ailleurs pour ça, je vois, qu'il est d'ailleurs très courtisé actuellement. Étienne Gernal, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, d'une très forte bipolarisation de la campagne. Ce sont François Hollande et Nicolas Sarkozy qui, malgré tout, fixent le tempo, se marquant eux-mêmes à la culotte. Cela laisse peu de place aux autres candidats, notamment à François Bayrou. À François Bayrou qui est entre les deux, ça laisse de la place à Mélenchon aujourd'hui. Qui prend un peu les devants. Ça ne veut pas dire que ça va se vérifier dans les votes, parce qu'il y a quand même, peut-être, le soufflet va peut-être retomber, on ne sait pas ça. Hein. Évidemment, il est très bon, Mélenchon. D'abord, il est très cultivé, et c'est un formidable orateur, et c'est un showman extraordinaire. Ça peut retomber. Bayrou, finalement, c'est très intéressant, parce que il avait, au départ de la campagne, un avantage formidable, qui était celui d'être le premier à avoir alerté sur la dette. C'était en 2007, tout le monde s'en souvient. Et finalement, le reste lui a donné raison. Et alors, il n'a pas transformé les... C'est en cela que c'est un paradoxe vivant, François Bayrou. Parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche en faisant un vrai programme barriste ou cameronesque, si on prend l'exemple britannique. Et c'est vrai que c'est très difficile pour un politique dans une campagne de dire des choses très douloureuses. Peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, peut-être aussi qu'il avait l'histoire de 2007, qu'il avait esselé un petit peu, peut-être pas assez de troupes derrière. Dans tous les cas, c'est étonnant que dans un contexte pareil, il n'a pas réussi vraiment à transformer ça. Alors c'est pas fini l'affaire, mais c'est clair qu'on voit dans les sondages, il est un peu derrière et il commence à s'effriter un petit peu. Il y a quelque chose qui n'a pas pris, quoi, d'adhérence qui n'a pas pris. Peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de l'affaire aussi. Justement, Jean-Louis, est-ce que c'est François Bayrou qui propose le plus de sang et de larmes par rapport aux autres candidats? C'est pas parce que M. Douste-Blazy nous a développé un certain nombre de positions, mais c'est quand même pas très précis sur les économies de dépenses, parce qu'il ne suffit pas de dire je mets 0 sur la dépense. D'ailleurs, comme M. Sarkozy qui dit je vais l'augmenter de 0,4, mais c'est trop vague 0,4. Il faut nous parler de poste par poste et non pas de 0,4 simplement, ni de 0, ni de moins 2. Il faut être beaucoup plus précis. Je suis, par rapport à ce que disait M. Douste-Blazy tout à l'heure, on ne parle pas de la crise. Je vois qu'un sondage est sorti pour les Échos ce soir où il semble bien, vous me corrigerez si je me trompe sur le pourcentage, les 2 tiers des Français pensent que les candidats sous-estiment la crise. Oui, c'est ça. Mais que veulent dire les Français? C'est très compliqué quand ils disent on sous-estime la crise. On sous-estime l'ampleur des déficits, l'ampleur de la dette, ou on sous-estime le fait que l'on souffrons. Est-ce que c'est pas ça, ce message qui est vous sous-estimez que moi, je n'en peux plus de porter cette crise. Et ces gens-là, ils sont sur la place du Capitole. Alors je ne sais pas ce que ça donnera après. Rappelons-nous, M. Bayrou, aux dernières élections présidentielles, il fait 17%, mais le MoDem, aux élections législatives qui ont suivi, s'effondre littéralement. C'est peut-être le destin du Front de gauche également. C'est le candidat du Front de gauche qui est en train de ramasser cette désespérance, en tous les cas de la canaliser aujourd'hui, malgré le discours de vérité, de raison de François Bayrou. Non, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, et surtout les intentions, pourquoi les gens votent François Hollande? 2 tiers des gens qui votent François Hollande votent contre Nicolas Sarkozy. 2 tiers des gens qui votent Nicolas Sarkozy votent contre François Hollande. Il y a beaucoup de centristes qui sont allés dans les deux camps. Et les extrêmes votent contre le système. Donc, si on pouvait, à un moment donné, continuer dans cette campagne avec François Bayrou, de dire tout simplement la vérité pour que les gens votent pour quelque chose. C'est-à-dire pour que nous puissions... Vous dites un mot très important, la vérité justement. La vérité, c'est quelle consigne de vote aussi pour le second tour pour votre candidat. Vous avez déjà fait une course dans votre vie? Vous avez déjà fait une course? Pas une présidentielle. Non, mais une course.
Voilà. Quand vous faites une course, vous ne pouvez pas penser un instant que vous allez la perdre, ou alors il ne faut pas y aller. Donc nous sommes... Si vous avez un tour de retard. J'ai couru le semi-marathon de Paris, je savais que j'allais pas gagner. Oui. Et on peut très bien savoir qu'on ne va pas gagner à l'avance. Eh bien, nous, non. Moi, chaque fois que je pars dans une élection, je pense que je vais la gagner. Vous pouvez penser peut-être que votre... Philippe de Sebasy, c'est de l'entêtement, c'est de l'obstination, c'est une croyance... Il faut toujours croire. Ben voilà, vous voyez. Donc on croit qu'on est quand même là pour faire quelque chose, pour faire un engagement, comme vous au point. Eh bien nous c'est pareil. Alors au premier tour, peut-être qu'on ne sera pas les meilleurs. Si on n'est pas les meilleurs, ne vous faites pas de soucis. Moi, j'ai toujours décidé, toujours dit mes choix, toujours assumé mes choix. Donc quel est votre choix ? Je le ferai si François Bayrou n'est pas au second tour. Donc ce ne sera pas une consigne de vote blanc ? Pour l'instant, je ferai tout pour qu'il soit au second tour. Mais ce ne sera pas une consigne de vote blanc ? Non mais attendez, je viens de vous dire que j'attends déjà d'avoir les résultats. Donc on va travailler pour être au second tour. Étienne Gernel, est-ce que ce flou, malgré tout, qui persiste sur justement est-ce qu'on va pencher à droite ou à gauche, est-ce qu'il a pu nuire à un moment ou à un autre à François Bayrou ? Non, c'est sur sa posture depuis le début. Donc de toute façon, pencher à droite, c'est vrai que annoncer à l'avance pour qui on va voter, c'est un suicide politique, c'est évident. Ça sert à rien après de se présenter. Si on annonce à l'avance pour qui on va voter, ou alors c'est une candidature de témoignage. Mais c'est pas le même sujet. Moi, je dirais quand même ce qui est important là, ce qui se passe, c'est que il y a quand même beaucoup de sujets qui sont pas évoqués. La réalité de la crise n'est pas prise en compte. Et pourtant, quand on a écouté lors de la conférence de presse Nicolas Sarkozy, il a décrit la situation, il a décrit la situation des voisins, des pays voisins, etc. Ouais, vous pensez que c'est insuffisant ? On n'y est toujours pas dans les conséquences, parce que les conséquences, elles sont difficiles à dire. Est-ce qu'on risque d'avoir... On parle souvent d'un troisième tour social dans les élections en se disant il y a des syndicats qui vont aller dans la rue, etc. Les gens vont pas... Là, on risque d'avoir un troisième tour financier. Et je vous rappelle qu'on est quand même toujours sous la menace de la dégradation de Moody's qui pourra arriver là dans les prochaines semaines, qu'on pourrait très bien avoir des spreads, des taux d'intérêt qui augmentent, et à ce moment-là, ce sera une autre histoire complète, et on ne pourra plus tenir le même discours. Ça commence déjà aujourd'hui, puisque le spread a augmenté lors de l'emprunt d'État qui a été lancé aujourd'hui vis-à-vis de l'Allemagne. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer demain matin à tous les trois le programme économique de François Bayrou. Mais nous l'avons déjà lu. Mais 50 milliards de recettes, 50 milliards de dépenses, c'est le seul d'économie, pardon, c'est le seul candidat aujourd'hui qui a écrit ça. Je suis désolé. François Hollande fait 30 milliards de dépenses de plus par an. Non, mais je le dis parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on met tout le monde dans le même sac. Sur le plan... Non, il y a un type qui a eu le courage de dire, de chiffrer. Oui, de chiffrer, absolument. C'est les postes. Mais les postes, ils sont, alors c'est peut-être pas le bon papier que vous avez eu, on dit où, je viens de dire tout à l'heure, défiscalisation, l'aniscopée, je peux tous les faire. Non, surtout pas, on va revenir à des questions plus... Non mais d'accord, mais si vous me demandez où on coupe, je vais vous dire où on coupe. Et on fait 15% de rabot sur toutes les niches fiscales. Ça, c'est quelque chose y compris sans distinction. Toutes les niches fiscales, c'est noté. 15% même, c'est écrit. Sur un plan politique, Philippe de Sebasy, à l'instant, Bruno Le Roux juge que la place de François Bayrou n'est pas aux côtés de Nicolas Sarkozy. Lui-même, Nicolas Sarkozy, interrogé tout à l'heure sur la nomination de son Premier ministre, s'il est élu, a précisé qu'il n'était pas nécessaire qu'il fasse partie du même camp. Ce sont des clins d'œil très, très appuyés. Ça vous fait sourire, mais jusqu'à quand vous allez faire semblant de prendre de haut tous ces appels du pied de la droite et de la gauche? Mais on ne prend pas du tout de haut. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une campagne électorale pour le premier tour. Il n'est pas impossible que François Bayrou multiplie par 2 son score en 15 jours. Vous y croyez? Mais évidemment, j'y crois. Et on est là pour ça. Je suis venu à votre invitation pour parler de François Bayrou parce que j'y crois. Je pense que c'est une des personnes les plus courageuses que je n'ai jamais rencontrées. Je le sais, je me suis même frotté à lui, je me suis même opposé à lui à plusieurs reprises. Je sais qui c'est. Et je pense que la France, aujourd'hui, a besoin de quelqu'un qui est capable de dire où je trouve les 100 milliards dans la crise. Alors maintenant, j'ai vu qu'à droite et à gauche, François Hollande, ce soir, a expliqué qu'il avait été trop dur avec lui dans un livre et qu'il le regrette. J'ai compris qu'il y avait des appels du pied pour qu'il aille à Matignon. C'est pas à Matignon qu'il souhaite aller, c'est à l'Élysée. Pour finir, est-ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous êtes trouve que l'on parle suffisamment de politique étrangère dans cette campagne et des différents fronts de tensions qui s'ouvrent? Mais ça, c'est encore pire, je veux dire, que la crise. Mais vous le dites à votre candidat? Bien évidemment. Et pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'on ne lui pose jamais la question. Et dans ces meetings Donnez-moi une émission de télévision publique
ou privés. Non, mais il a des réunions où on pose publiques, la question, où on pose la question. Il peut en parler de son propre chef. Ah ben lui, c'est le seul qui parle de l'Europe pendant au moins un quart de ses meetings. Oui, mais les foyers de tension sont plus au sud de la Méditerranée, non, au Moyen-Orient. Moi, je pense qu'il y a un gros problème, c'est que 70% de l'agenda d'un président de la République, c'est-à-dire dans un mois, celui qui sera élu président de la République va passer 70% de son temps sur la politique étrangère, et en particulier sur une, qui est le fait qu'il y a 1,5 milliard de gens dans l'Afrique subsaharienne et dans les pays les plus pauvres, qui gagnent moins de 1,25 $ par jour, et qui sont le terreau rêvé pour tous les fondamentalistes intégristes de n'importe quelle religion. Eh bien ça, personne n'en parle. J'ai proposé qu'une taxe de transaction financière soit en partie donnée aux pays les plus pauvres. C'est la seule solution pour lutter contre le terrorisme dans le monde. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy d'avoir été notre invité ce soir. Merci Étienne Vernel et Jean-Louis Gombault pour votre analyse. La suite du 22h, vous le savez, les candidats à la présidentielle, François Bayrou notamment, étaient conviés au forum organisé aujourd'hui par le magazine féminin Elle, l'occasion d'exposer leurs idées et leurs propositions sur le thème de l'amélioration de la vie des femmes. Il y a eu quelques absences remarquées, vous allez le voir avec Elisa Bertholomé. C'est François Hollande qui a ouvert le bal. Ce matin, devant un amphithéâtre rempli, le candidat socialiste a détaillé ses premières propositions. Une femme ministre des droits des femmes, ça serait la première mesure, puisque ce serait dans le gouvernement, de faire un gouvernement paritaire. Un peu plus tard, Nicolas Dupont-Aignan crée la surprise. Il propose la création d'un label homme-femme, une garantie d'égalité salariale dans les entreprises. Les produits, il y a un label dessus. Moi, je suis sûr que vous êtes femme, et moi, homme aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On prendra le produit, quel label? Cet après-midi, c'était au tour de Marine Le Pen. Arrivée sous les critiques de certains étudiants, la candidate frontiste n'a pas fait de nouvelles propositions. Mais elle s'est expliquée sur la polémique sur l'IVG de confort. Ce sont les femmes qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. C'est-à-dire où il y a 2, 3, parfois 4 avortements. Ça existe. Pourquoi se cacher la réalité? Mais si, ça existe. Mais si. Alors, vous croyez vraiment? Nicolas Sarkozy devait clore cette journée. Le candidat UMP n'est finalement pas venu. Officiellement, pour raison de sécurité. La suite du 22h avec cette information, EDF annonce ce soir qu'une fuite d'eau radioactive a été constatée à la centrale de Penly en Seine-Maritime. Une fuite qui serait contenue dans les réservoirs. Dans l'après-midi, 2 incendies avaient provoqué l'arrêt du réacteur. Un incident qui n'aurait aucune conséquence sur l'environnement selon EDF. Et tout de suite, je vous propose de regarder le tour de l'info. Il est concocté par Cécile Sixou. Le nord du Mali au bord d'un désastre humanitaire, selon Amnesty International. Des milliers de civils fuient la région après l'annonce d'un cessez-le-feu par les Touaregs. Au même moment, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunie à Abidjan, a annoncé une prochaine levée de l'embargo. Une sanction qui visait à obliger les auteurs du coup d'État à se retirer du pouvoir. La junte a de son côté appelé les Occidentaux à intervenir militairement. Refus d'Alain Juppé, pour qui il n'y a pas de solution militaire pour résoudre le problème Touareg, mais plus une solution politique. Une force de 2000 à 3000 hommes a été mise en place par la CEDEAO. La Syrie va-t-elle enfin appliquer le plan de paix de l'ONU? En tout cas, l'émissaire spécial des Nations Unies Kofi Annan est optimiste. Selon l'ONU, à partir de lundi prochain, Damas a promis l'arrêt total des violences pendant 48 heures. Le gouvernement syrien confirme déjà retirer ses troupes dans 3 villes du pays. Une information que vérifie actuellement le Conseil de sécurité. Mais la promesse d'une accalmie fait des sceptiques. Alain Juppé notamment, il doute que Bachar al-Assad applique le plan de paix. Depuis lundi, les violences ont fait 170 morts. Ne votez pas pour moi. Ne votez pas pour moi. Les 10 candidats à l'élection présidentielle qui appellent à ne pas voter pour eux, on croit rêver. En réalité, ce clip, c'est l'idée du publicitaire Franck Tapiro pour inciter les électeurs tentés par l'abstention à aller voter. Et même Dominique de Villepin, pas candidat, est mise à contribution. I am Dominique de Villepin and I approve this message. Voilà pour cette note d'humour, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat, tout de suite votre émission La Politique c'est net. Je vous souhaite une belle et douce soirée avec nous.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le rendez-vous du web politique. La Politique c'est net a désormais un mot-clé officiel. Vous pouvez donc commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, clips satiriques, parodies, photomontage et culture du LOL. L'humour sur le web à l'heure de la présidentielle, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur les ultra challengers. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. On connaissait les experts à l'américaine. Désormais, il y a les experts Made in Sarkozy. En ligne, la France Forte propose chaque jour l'éclairage de ses lieutenants, députés ou sénateurs, sur une proposition du candidat. Jean-François Lamour sur l'emploi des jeunes. Les socialistes nous refont le coup des emplois jeunes. Valérie Rousseau-Debord sur les retraites. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons assuré cette réforme. Des vidéos courtes, assez simples, pour être reprises sur les réseaux sociaux. Il parle d'une web-série, on dirait plutôt des mini-interviews, pas très bien ficelées, filmées au coin de la rue. Rien à voir avec les web-séries du troisième homme Mélenchon, rien à voir non plus avec la toute dernière plateforme de mobilisation high-tech du candidat Sarkozy, NS Connect. Sur la toile, c'est la course aux hymnes de campagne. Mais cette fois, c'est la parodie qui prime. Deux musiciens de Douai dans le Nord font de la chanson de campagne non officielle leur style musical. Dans leur collimateur, tous les présidentiables. Un pogo avec le punk Bayrou. Une balade pleine d'émotions pour Mélenchon. Et surtout, un tube en mode bisounours à la gloire du candidat anticapitaliste. Des bisous pour Poutou. Moi aussi je veux des poutous. Des poutous partout dans le cou. En matière de musique de campagne, le spécialiste, c'est bien François Bayrou. Et au Modem, on a un petit faible pour la Marseillaise. Un militant tente de revisiter le chant. Disparu du texte l'étendard ensanglanté ou encore plus de féroces soldats. En quelques heures, la vidéo fait la une du site de campagne. Marchons, main dans la main, ensemble, nous le pouvons. Mais attention, pour François Bayrou, féru d'histoire et républicain, on ne plaisante pas avec l'hymne national. Pas de place pour une version adoucie, le clip est très vite supprimé. Pour l'équipe Bayrou, il n'y a bien qu'une seule